Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, grand coup de balai du maire de la ville de Yaoundé dans l'assainissement du transport urbain. Luc Messia Tangana a décidé de mettre en fourrière tous les vieux véhicules en circulation qui salissent l'image de la capitale politique à quelques semaines du lancement ou du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. L'Ouest Cameroun, troisième région la plus corrompue de notre pays. L'information a été révélée par la CONAC au cours de la 17e journée internationale de lutte contre la corruption. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, ces informations sur le plan international. Equinox Télévision au cœur des grands événements d'actualité africaine. Son président-directeur général a été convié mardi soir au Palais de la Renaissance à Bangui, capitale centrafricaine. Le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra et M. Séverin Tchouke ont discuté des enjeux de la communication autour des questions sécuritaires et du rôle des médias audiovisuels dans la lutte contre le terrorisme. Cédric Noufélé et Eric Ouattat, envoyés spéciaux, font le point dans ce reportage. À l'heure où l'Afrique centrale fait face à une insécurité transfrontalière qui exige une réponse globale, cette problématique est une préoccupation majeure pour le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra. À cette occasion, il a décidé d'ouvrir son palais présidentiel au président directeur général du groupe Equinox. Séverin Tchouke a fait le déplacement de Bangui en compagnie de ses principaux collaborateurs afin d'échanger avec le chef de l'État de la République centrafricaine sur les questions de communication autour de la lutte contre l'insécurité transfrontalière. D'abord, nous le remercions pour cette marque de considération pour notre entreprise et pour nous-mêmes. Nous avons échangé sur les questions de sécurité et il nous a fait part de sa vision de la Centrafrique nouvelle qu'il entend développer. Il a insisté sur le fait que les médias de forte audience comme Equinox Télévision devraient être des vecteurs du plaidoyer des chefs d'État d'Afrique centrale qui sont en but aux questions de sécurité à leurs frontières et aux questions de paix auquel il est très attaché. Nous lui avons fait part de ce que cette préoccupation était la nôtre également. Dans un deuxième temps, les deux personnalités ont abordé la nécessité pour Equinox Télévision d'être présente de plus en plus en Centrafrique, la chaîne leader de l'information en Afrique centrale et Afrique subsaharienne a choisi de pouvoir continuer à étendre ses capacités de production des contenus d'information crédibles sur le continent africain après la rencontre avec le chef de l'État de la Centrafrique. Monsieur le Président de la République nous a ouvert les portes de la Centrafrique en nous invitant à y investir et à encourager les Camerounais et les Africains à venir investir en République centrafricaine. Nous lui avons fait part de notre volonté de donner sens à cette préoccupation et dans les prochains jours, nous allons voir comment installer ici une antenne d'Equinox Télévision. Nous y travaillons. Ici à Bangui, Cédric Noufélé, Carlos Minoué, Serge Alain Otou et Eric Ouattat, envoyés spéciaux pour Equinox Télévision. Et ne manquez pas l'interview exclusive du président de la République centrafricaine dimanche à suivre à 20h30 sur Equinox Télévision. Mais avant, Equinox vous propose des émissions spéciales réalisées à Bangui et dans le pays profond à l'approche de l'élection présidentielle du 27 décembre prochain. La première émission sera diffusée ce soir à partir de 21h. C'est une interview des personnalités centrafricaines, une interview
interview menée par Cédric Noufélé et Serge Alain Otto. Et des réfugiés centrafricains en route pour le pays natal, près de 200 d'entre eux sont partis de l'Est Cameroun pour leur pays. Benjamin Issam. Réfugiés centrafricains à bord des camions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés quittent le territoire camerounais. Des hommes, des femmes et des enfants arrivés au Cameroun en 2014 suite à la crise sécuritaire qu'a connue la République sœur de Centrafrique. Aujourd'hui, le HR est en train d'appliquer l'une des solutions durables à la situation, à la condition des réfugiés, c'est-à-dire le rapatriement volontaire. Pour cette relance des départs volontaires interrompus par la crise du coronavirus, ils sont 200 personnes sur les 825 devant regagner la Centrafrique avant la fin d'année 2020. Un processus qui a commencé en 2019 avec le rapatriement volontaire de 2179 réfugiés. C'est un processus qui continue pour l'année à venir et pour les années à venir, je dois dire. Parce que l'objectif final, en tout cas, si la situation le permet, en Centrafrique, c'est de faire rentrer tout le monde. Avant de prendre la route, les réfugiés sont soumis à quelques épreuves de vérification réglementaire. Discuter avec également pour voir s'ils ont leurs documents de réfugiés en leur possession et vérifier également s'ils ont des actes de naissance qu'ils attendent d'ici la fin du circuit. À notre niveau, donc, comme c'est la mission, nous ouvrons une fiche sur laquelle nous marquons ces informations-là. Et avec cette fiche-là, ils vont entrer dans le circuit et suivre toute la procédure jusqu'à la fin. Autre formalité non moins importante, le contrôle de santé pour certaines catégories de personnes. Les enfants qui ont plus de 5 ans et les adultes, on vérifie d'abord pour savoir s'ils sont vaccinés. Ensuite, lorsque c'est une personne âgée, on cherche à regarder est-ce qu'il est dans la liste de maladies chroniques. Le processus va se poursuivre une fois en territoire centrafricain sous le regard avisé du HCR. Nous traversons la frontière, nous procédons d'abord à la prise de température de l'ensemble des rapatriés parce qu'il y a un poste de santé qui est juste après le pont. De là, nous continuons sur la ville de Gamboula. À ce jour, précise le Haut Commissariat pour les réfugiés, 3004 personnes sont retournées en Centrafrique et les concernés ne cachent pas la joie de revoir parents et amis restés au pays. Camaro s'est bien gardé, nous, aidez-nous avec la nourriture, bien manger, bien dormir, bien la maison. En attendant la fin du processus de rapatriement facilité, les réfugiés, à travers leur porte-parole, remercient l'hospitalité des populations ainsi que les autorités administratives pour l'accueil et l'encadrement pendant 6 ans. Et quittons la Centrafrique pour Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun où des commerçants sont inconsolables. Ils ont vu leur boutique réduite en cendres au cours d'un incendie survenu au quartier Nkwen. Les pertes se chiffrent à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Cédric Chouna et Xavier Foka. Et je vous le disais, plusieurs commerçants d'un marché de la ville de Bamenda sont inconsolables. Ils ont vu leur boutique réduite en cendres au cours d'un incendie survenu au quartier Nkwen. Les pertes se chiffrent à plusieurs millions de francs CFA. Xavier Foka. Et cet élément que nous n'aurons malheureusement pas dans ce journal, assainissement dans le secteur des transports. Le maire de la ville de Yaoundé va en guerre contre les vieux véhicules en circulation. Luc Messi à Tangana a décidé de sortir de la circulation les vieux taxis et autres guimbards à quelques jours du coup d'envoi du Chan 2021. Il s'agit pour lui de redorer l'image de la capitale politique. On voit tout cela dans ce reportage de Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansot. Dites-moi comment il fait pour rouler avec ça. Il voit comment. Il n'y a pas le rétroviseur là pour contrôler. Si une moto vient à sa gauche, il n'y a pas de visibilité avec un pare-brise qui est cassé. Ça se passe à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, transformé depuis quelques jours en parking. Mieux, en dépotoir des véhicules en mauvais état. Ici sont garés pêle-mêle des véhicules que le maire de la ville a décidé de retirer de la circulation pour diverses raisons. Celle qui prédomine est la non-conformité de la couleur jaune requise pour les taxis. Et le couleur que la voiture, c'est la grise que la voiture est venue avec. Et avant de mettre la peinture, j'ai mis comme le design. C'est là où on dit qu'on ne veut pas le découler. C'est quelque chose que ma voiture, il y a tout le pièce. Ma pièce est pour la voiture complète.
il n'y a pas une autre couleur qui est homologuée et c'est une couleur uniforme. Il n'y a pas de fantaisie sur le véhicule qui peuvent dénaturer l'usage du véhicule. Quand vous avez des parures rouges, bleues, noires, marron et autres, vous dénaturez l'usage du véhicule. Donc tout véhicule qui n'a pas une couleur uniforme de couleur jaune ne peut pas exercer le taxi dans la capitale. Même les véhicules à usage personnel n'échappent pas à ce nettoyage. Vous n'avez pas de rétroviseur latéral gauche. Vous avez une certificat de visite technique. Ouais. Quand vous allez à la visite technique, vous n'avez pas de rétroviseur latéral gauche. Ce véhicule ne peut jamais avoir un certificat de visite technique. On ne peut pas admettre que des véhicules comme ça continuent de circuler dans la capitale. L'opération connaît des fortunes diverses entre ceux qui l'encouragent et ceux qui dénoncent quelques manquements. Donc on avait déposé le dossier avec le clé, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu le clé, mais le dossier. Donc je ne sais pas si la voiture est à cet état que j'ai laissé ou c'est comment. Ils m'ont donné une amende, j'ai payé. Je peux aussi dire que ma voiture n'était pas en règle parce que c'est vieux, comme vous pouvez le voir. Quand on m'a libéré, je m'avais fait la tôlerie pour soit dans les bonnes règles. Auparavant, mon taxi était en jaune citron avec les dessins fantaisistes, c'est-à-dire que les dessins pour orner les véhicules, que ça soit plus joli. Là, présentement, le taxi a été rénové et nous sommes très contents parce que c'est le jeune brasserie maintenant. Je me sens fin prêt pour que la canne se prépare dans de bonnes conditions. Si la campagne en cours rentre dans le cadre des préparatifs du CHAN 2021 et de la Cannes 2022, le maire de la ville n'entend pour autant pas s'arrêter à ces événements majeurs. Tous les véhicules qui ont un mauvais aspect physique seront retirés de la circulation. Et ça va durer des années. Ce n'est pas une affaire périodique ou de courte durée. Ce n'est un secret pour personne que dans la capitale, la plupart des taxis en circulation sont dans un piteux état. Il n'est pas rare que des usagers se plaignent des blessures et autres dégâts vestimentaires provoqués par ces vieux engins. Le changement s'impose ici, ce n'est pas dehors. Vous payez ces accessoires abîmés, vous les changez sous nos yeux et là on est convaincu que quand vous allez prendre le véhicule, c'est pour l'amener à la tôlerie. Si vous ne l'avez pas fait, vous laissez tomber. Le maire de la ville a décidé de faire le nettoyage, non sans quelques grincements de dents, lesquels ne grippent pour autant pas la machine qui est ainsi lancée. Désordre urbain à Douala, des habitants du quartier Bonamoussadi en colère contre des activités commerciales en violation des règles d'urbanisme. Selon eux, ces projets commerciaux qui écument l'arrondissement, le 5e arrondissement de la ville de Douala, sont à l'origine de l'insalubrité et l'insécurité ambiante dans le coin. Une préoccupation de l'heure pour les populations, pour les autorités. Dani Warren 2, Donald Brice Kamgan. Des snacks et des bars fonctionnels ou en gestation, des garages ça et là, des dépôts de pouzzolane, un décor de sous-quartier au lieu dit Denver, bloc 20 à Bonamoussadi. Des constructions et des projets en violation des règles d'urbanisme spécifiques à ce quartier résidentiel. Le dernier développement qui hérite une bonne partie des riverains, c'est cet espace de loisirs envisagé au cœur du quartier. Il y a trouble de jouissance. Vous imaginez, nous dans ce quartier, avec nos voisins, nous appelions notre quartier le dortoir. Aujourd'hui, ce n'est plus le dortoir. On ne peut plus dormir. Dans une lettre adressée au préfet du département du Vouri, le collectif des riverains souligne à grands traits que le projet viole le cahier des charges du lotissement Maïtur qui exclut les activités commerciales dans cette zone. Nous avions à l'entrée, comme vous avez constaté, une barrière de sécurité. Et ils sont à l'intérieur de cette barrière de sécurité. Donc on ne peut pas interdire à tous ceux qui viendront ici pour faire des achats, pour se balader, pour et tout. Ce n'est plus possible. Ça. De deux, il y a la salubrité. La rue, les poubelles, tout ça. En réaction à la correspondance des riverains, le préfet du département du Vouri a demandé l'arrêt des travaux entrepris sur le terre-plein. Mesure qui a suivi une réunion d'écoute des parties et débouché sur une descente d'une commission mixte pour constater la situation du projet. Une commission dont les travaux sont jugés insatisfaisants à Denver. Ils ont demandé si on est au courant d'une décision
d'attribution du maire. Il a également renvoyé voir le maire. Nous nous sentons injuriés, nous sommes indignés par ce genre de questions. C'est au-delà de sa mission. Il devait venir avec sa commission technique voir si les réalisations correspondent au plan d'urbanisme. C'est sur cette ambiance délétère que s'est achevée la descente. La mairie de Douala 5e, qui aurait accordé une autorisation d'implantation au projet, a été sollicitée en vain par Equinox Télévision jusqu'au bouclage de ce reportage. À Denver, les populations dénoncent la prolifération des espaces de loisirs et autres activités, source d'agression, de nuisances sonores, d'insalubrité dans une zone résidentielle. Évoquons à présent la disparition de 3 enseignants dans la ville de Douala depuis 3 semaines. En fonction au lycée de New Bell et dans un collège privé, ils ont été enlevés et conduits dans une destination inconnue par des individus encore non identifiés. Jusqu'ici, le motif de leur arrestation reste inconnu et leurs familles sont aux abois. D'autres précisions dans ce reportage de Dalastiana, Cédric Nding. Cette photo est l'une des dernières images qu'Yvonne garde de son époux. Elle est sans nouvelles de ce dernier depuis plusieurs semaines. Plus précisément, depuis le 18 novembre 2020, date à laquelle Ebot Elvis a été interpellé puis embarqué par des individus non identifiés. Ça fait 3 semaines maintenant. Donc depuis que les gens ont venu ici pour porter mon mari, on est venu porter lui. On a mis dans le voiture là. On est parti avec lui jusqu'à aujourd'hui. Officiant à la fois comme enseignant au lycée bilingue de New Bell et dans un collège au quartier Youpoué, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, la surprise de la disparition d'Elvis laisse place au questionnement. On ne connaît pas les gens là, on ne sait pas les gens là. Donc depuis qu'on a quitté ici, on est parti. C'est où, les endroits c'est où, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Normalement, il devait être là le vent. Mais le vent, quand j'ai essayé d'appeler son numéro, le numéro ne passait même pas. Mais c'est mes élèves qui m'ont dit qu'on a pris Messa Ebot le 19. Pour tenter de faire la lumière sur le voile obscur autour de la disparition d'Elvis, nous nous rendons du côté du lycée bilingue de New Bell, où malheureusement, aucune information ne nous a été révélée. Cependant, hors caméra, l'un de ses collègues nous révélera qu'un autre enseignant a été interpellé tout juste 1 semaine après Elvis Ebot. Pendant ce temps, l'épouse d'Elvis Ebot, sa mère ainsi que ses 3 enfants sont sans nouvelles de lui et ne savent plus à quel saint se vouer. Un litige foncier fait des blessés graves à PK28 dans le département du Nkam. À l'origine de cette controverse, la construction d'une maison pour personnes du 3e âge entreprise par une congrégation religieuse. Les natifs du village Tondé Carrefour s'opposent à la spoliation de leurs terres. Innocent Abega, Eric Fopossi. À pied, sur une importante portion de terrain querellé à Tondé Village, PK28, département du Nkam, région du littoral, 2 protagonistes principaux revendiquent la propriété du site controversé. D'un côté, le capitaine Bilim, officier à la retraite et natif des lieux, explique. Quand on a levé ce terrain, on ne savait pas qu'il devait avoir des problèmes un jour. Voilà, j'ai écrit ici domaine national exploité par M. Nwela Toki, donc là où ils sont en train de partir. Ici, j'ai dit domaine national exploité par M. Bilim, c'est-à-dire toujours moi. Et j'ai loti cet espace. Ici, j'ai vendu à Dissaké. Ici, je ne lui ai pas vendu. De l'autre, Dame Dissaké. Elle se présente comme faisant partie d'une congrégation des sœurs missionnaires de l'Oratoire. Une congrégation qui projetterait de construire un centre pour personnes âgées sur les fameux hectares de terre à problème. Le capitaine, qui est le principal vendeur, et d'autres où il était intermédiaire. Et ce qui fait l'objet des problèmes actuellement sur le site où nous sommes, de l'autre côté derrière le forage. C'est lui qui nous dit qu'un tiers cède et on lui donne les moyens pour le faire. Donc il n'est qu'intermédiaire et il revient après devant nous vendre. Cette version est battue en brèche par le concerné. J'ai dit qu'ils ont 4000 mètres carrés à raison de 1000 mètres par personne. Il y a un autre document. Voici, Maïla.
Michel. C'est moi-même ici parce que j'ai dit que j'ai 595 mètres carrés là-bas. Il y a M. Ndjidje, M. Kemou, M. Kenfak et ce monsieur. C'est nous qui avons cet espace. En septembre dernier, le sous-préfet de Yabassi, face à la grogne d'un collectif de défense des droits coutumiers, tentait déjà de calmer le jeu. Nous sommes donc venus écouter les populations qui revendiquent des droits coutumiers sur ce site pour leur expliquer que rien ne sera fait au détriment de leurs droits coutumiers. Depuis le début du mois de décembre, sous l'égide du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, une commission est à pied d'œuvre pour trouver une solution. Évaluer tout ce qu'il y a comme bien ou mise en valeur en termes de culture, de maison et autres choses imaginables sur le site pour à la fin dresser un état des lieux qui va être adressé au ministre des Domaines du Cadastre des Affaires foncières par rapport au travail qu'il a prescrit. C'est pour cela que, compte tenu des tensions, comme vous le remarquez, nous avons demandé à l'autorité administrative de prendre une mesure d'arrêt des travaux pour nous permettre de travailler sereinement. Et ce que le sous-préfet a donc fait lundi, le 7 décembre. En attendant une issue, le litige foncier de PK28 s'apparente désormais à une affaire à haut risque. Lundi 7 décembre 2020, le site a été le théâtre d'un bain de sang. À l'heure actuelle, les victimes sont toujours à l'hôpital, bien loin du terrain controversé. Je vous le disais en titre, lutte contre la corruption, la région de l'Ouest parmi les mauvais élèves de la Commission nationale anticorruption. La CONAC classe l'Ouest 3e région la plus corrompue du Cameroun. Ce mauvais rang a été révélé au cours de la 17e journée internationale de lutte contre ce fléau qui mine la bonne gouvernance au Cameroun. Leclerc Saken. Sur une note de 25 sur 100, le Cameroun est classé 153e sur les 180 pays dans le cadre de l'indice de perception de la corruption. En présidant ce mercredi à Bafoussam, la cérémonie de commémoration de la 17e édition de la Journée internationale de lutte contre la corruption, le président de la CONAC a réalisé que malgré son fort potentiel économique, la région de l'Ouest reste le mauvais élève en matière de lutte contre la corruption. 7e sur les 8 régions classées pour une moyenne de 32,24%, d'où l'urgence pour les populations de la région du Soleil couchant, selon le révérend Dr Dieudonné Massingam, de se rendre compte des désastres que peut causer le phénomène afin de prendre les mesures qui s'imposent. Il relève l'affaiblissement des économies, le système de santé, le renforcement des mécanismes des sollicitations de pots de vin. Ces ravages n'épargnent aucun secteur de la vie socio-économique et politique. Bafoussam est fortement l'une des meilleures villes économiques, sinon l'un des poumons économiques de notre pays. C'est l'un des axes routiers les plus fréquentés au Cameroun. Et même si son état reste encore quelque chose de préoccupant, nous saisissons cette occasion pour lancer donc au cours de cette 17e édition de la Journée internationale de lutte contre la corruption, la possibilité d'interpeller davantage les citoyens camerounais à travers Bafoussam pour que la lutte contre la corruption soit effective. Avec l'aide de la CEMIL, l'aide de la gendarmerie, l'aide de la police et les agents de la CONAC, nous avons traqué plus d'une personne faisant la corruption. Nous allons par exemple vous citer un exemple parmi tant d'autres. Les billets au niveau des péages, à certains moments, sont des billets déjà périmés, qu'on vend, ou bien antidatés, ou qui ne sont même pas datés. Voilà des cas. Un combat qui devra s'effectuer en 5 axes, à savoir la prévention, l'éducation, les conditions de vie, l'incitation et l'instruction. La célébration de cette édition 2020 intervient dans un contexte où le Cameroun a ratifié le 1er avril dernier la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Monsieur le Président, c'est le lieu pour moi de solliciter l'accompagnement de la Commission nationale anticorruption à l'effet de réduire cette
Et la commune de Bangem accroît son budget de 230 millions de francs CFA en plus. Elle disposera de 830 millions de francs CFA pour tenter de régler le problème crucial d'adduction d'eau et d'aménagement des routes rurales de cette zone de forte production agricole en proie à un enclavement. La localité de Bangem a bénéficié des retombées, peine à bénéficier des retombées de son agriculture. Jacques Molon et Jean-Paul Chuniat. En saison sèche comme par temps de fortes pluies, les populations de Bangem dans le coupé Manengumba ont toujours fait face à deux difficultés majeures. Le manque de routes carrossables pour l'évacuation des vivres frais vers les centres urbains et le difficile accès à l'eau potable dans toute la contrée. The majority of our population is made up of farmers, so it's our priority to make sure that rural routes that are linking farms to various market centers are maintained. You have the problem of water, which is not only in the villages, but also in the main town itself. There's a big problem of water that we inherited. Avec le recul des attaques des bandes armées que connaît cette localité de la région en crise du sud-ouest, le nouvel exécutif communal de Bangem réfléchit sur ses chantiers prioritaires pour mettre en mouvement le développement de cette municipalité. À cette dernière session ordinaire de l'année en cours, les conseillers municipaux se fixent de grandes ambitions en revoyant à la hausse le budget 2021 de leur commune. Il passe de 600 millions de francs CFA à 830 millions, soit une augmentation de 230 millions de francs CFA. We hope that the budget we have voted will enhance the road situation of many of our villages and the zones where food is produced, so that the young men who are involved in agriculture can easily market their produce. C'est le problème de l'eau dans la ville même. Et déjà ça s'améliore, mais avec plus de 10 millions qui va être injectés, on pense que ça va beaucoup améliorer la situation. Présent à ce conseil budgétaire, le préfet du coupé Manengumba recommande aux élus locaux de Bangem de tout mettre en œuvre pour générer des ressources propres, un supplément indispensable dans l'atteinte de leurs objectifs sociaux poursuivis. La commune ne doit pas compter exclusivement sur les centimes additionnels. Le calme revient progressivement à Bangem, donc il est normal que l'exécutif puisse prendre toutes les dispositions pour accroître les revenus propres à cette municipalité. We are going to make sure that the means provided by the state and the means gathered by the municipality will only go for the development of the municipality and not in private pockets. Le sous-préfet Jean-Marie Tchakui promet surtout d'avoir les yeux grands ouverts sur la gestion des fonds à la commune de Bangem et par conséquent ou de l'UPC dans le Vori. Nous faisons partie de ceux qui appellent vivement au transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Nous faisons partie de ceux qui appellent le peuple. Évoquons à présent cette nouvelle cuvée de diplômés de l'École internationale des forces de sécurité prêts pour le terrain. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation à Douala. La cérémonie était présidée par Samuel Dieudonné Ivara-Dibois, gouverneur de la région du littoral. Innocent Abega, Isabelle Carole Zoupet. Du rôle des autorités administratives dans la gestion des crises était au cœur des échanges entre le gouverneur de la région du littoral et la 7e promotion de cycle de brevet d'études supérieures de sécurité de l'École internationale des forces de sécurité en mission d'études dans la région du littoral. Une problématique cruciale, surtout dans ce contexte de crise que connaît le pays. Et à chaque descente, je veux dire que les stagiaires viennent avec une préoccupation particulière que nous discutons et échangeons parce qu'ils sont justement en train de pouvoir peaufiner leur formation en matière de sécurité. Et cette fois-ci, ça a été le cas de savoir le rôle de l'autorité administrative dans la gestion des crises. C'était le point principal de notre entretien. Au cours de cette mission, ces 25 auditeurs et auditrices, fonctionnaires de police et officiers supérieurs de gendarmerie du Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire et Mali, confrontent les connaissances acquises jusqu'ici durant leur formation aux réalités du terrain. Il s'agit notamment pour ces apprenants de mieux comprendre et apprécier le rôle stratégique de la région du littoral au Cameroun et même dans la sous-région, mais aussi de parfaire leurs connaissances sur les sujets de sécurité et de maintien de la paix dans le continent. Je conduis ici à Douala, dans la région littorale,
la délégation de l'École internationale des forces de sécurité dans le cadre de la mission d'études intérieures du 7e brevet d'études supérieures de sécurité, qui est une formation de niveau stratégique ouverte aux hauts fonctionnaires de police et aux officiers supérieurs de la gendarmerie afin de les préparer à assumer de hautes fonctions aussi bien au plan national que au sein d'une composante police dans les missions multidimensionnelles de soutien à la paix. Cette mission d'études intérieures du 7e brevet d'études supérieures de sécurité, qui s'achèvera le 13 décembre prochain, a démarré par une escale dans la ville d'Edéa, où ils ont visité le régiment d'artillerie sol-air et des sociétés industrielles. Et en page sport de ce journal, Ligue de champions européenne, une insulte raciste met fin à un match de football. En solidarité à l'ancien international camerounais, entraîneur adjoint au club turc Istanbul Başakşehir, qui jouait contre le Paris Saint-Germain, les joueurs des deux équipes ont quitté la pelouse pour manifester leur mécontentement contre le racisme qui mine le milieu du football depuis de longues années. Retour sur ce coup de théâtre avec Emos Fongo, Sylvestre Zangao. Un tacle vicieux d'équipe Pembe sur un joueur d'Istanbul Başakşehir et le banc de touche du club proteste fermement contre l'arbitre qui plus tôt a sanctionné 2 joueurs de l'équipe. L'arbitre va vers le banc pour distribuer des cartons et son 4e assistant désigne Pierre-Achille Webo, le coach adjoint d'Istanbul Başakşehir, en ce terme, négro. L'ancien international camerounais qui vient de recevoir un carton rouge proteste contre ce terme à connotation raciste et la situation s'envenime. Le match est interrompu. Dembaba, l'un des attaquants du club, quitte la tribune et signifie au 4e arbitre qu'il n'avait pas à appeler Pierre Webo ainsi. Les joueurs des deux équipes font bloc, tous s'indignent et rentrent dans les vestiaires. Le match ne reprendra pas. Il est reprogrammé par l'UEFA ce mercredi, mais avec de nouveaux arbitres. Réagissant sur son compte Twitter, Kylian Mbappé écrit « Non au racisme. Monsieur Webo, vous avez notre soutien. La vague de condamnation envahit le monde. Recep Tayyip Erdogan réagit sur son compte Twitter. Nous condamnons fermement les remarques racistes faites à l'encontre de Pierre Webo, membre du staff technique de Başakşehir, et nous pensons que des mesures nécessaires seront prises par l'UEFA, écrit le président turc. Joseph-Antoine Bell condamne les propos de Sébastien Coltescu, le 4e arbitre de ce match, et salue la décision des joueurs qui ont quitté la pelouse. C'est un officiel et c'est très grave. Je crois que celui-là n'est pas prêt de revoir un match international. Enfin, une équipe l'a fait. C'est-à-dire tout le monde est sorti par solidarité, que les dirigeants n'ont pas commencé à faire du chichi en disant oui, on pourrait quand même jouer, il n'y a pas mort d'homme. Non, il y a quelque chose de grave. Et surtout, l'UEFA et la FIFA, tout le monde doit s'y mettre. On avait dit fair play, on avait dit non au racisme, très bien. Maintenant, il faut réellement l'appliquer. Il y a longtemps qu'on dit il faut arrêter les matchs et on n'osait pas les arrêter. Puis vous aviez des partenaires qui venaient vous dire, vous avez été insulté. Oh, finalement, c'est pas bien grave, on peut aller reprendre le jeu, tu comprends, laisse tomber. Il faut pouvoir dire au monde entier que finalement, le foot passe après. Si on n'est pas suffisamment amis pour jouer ensemble, autant ne pas jouer. Et là, en l'occurrence, si on n'est pas suffisamment amis pour être arbitré par ce monsieur, eh bien, nous sortons et puis tout le monde est privé de jeu. Monsieur, rentrez chez vous, nous aussi, mais vous ne reviendrez jamais. L'UEFA a ouvert une enquête approfondie et Sébastien Coltescu risque gros, notamment une sanction qui peut aller jusqu'à 5 ans de suspension, en plus d'une rétrogradation. Un public reportage dans ce journal, c'est ça y est, dans les supermarchés d'Orve. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les prix ont été revus à la baisse avec en prime une campagne promotionnelle sur tous les produits, de quoi soulager le porte-monnaie des consommateurs en cette période des fêtes de fin d'année. Reportage. La tradition est connue à Dorve, celle qui consiste à accompagner les populations afin qu'elles passent d'agréables fêtes de fin d'année.
Au lendemain de la célébration du 17e anniversaire, qui a vu une pluie de cadeaux s'abattre sur une centaine de clients parmi les plus fidèles, voici que le supermarché Dove revient à la charge. Cette fois, en habillant ses différents rayons aux couleurs des fêtes de fin d'année, offrant pêle-mêle divers produits à des prix imbattables. Si vous avez besoin de faire baptiser ou communier vos enfants en cette période de fin d'année, Dove met à votre disposition des robettes et des vestes ou tout autre accessoire pouvant accompagner cet événement. Le décor est bien celui des fêtes de fin d'année et aussi bien les tout petits que les adultes ont de quoi tirer leur épingle du jeu. Il suffit de faire un tour dans les différents rayons pour s'en convaincre. Noël, c'est la fête des enfants. Alors, les supermarchés Dove ont mis à votre disposition des différents jouets à travers des poupées, mini-ordinateurs et même des instruments de musique. Alors, faites de Dove votre partenaire et vous ne serez pas déçus. Dove gave the opportunity to many youths to have a job. Et que dire de la foire au vin qui bat tous les records de baisse de prix? Le supermarché Dove, pour ses clients, a tenu à ce que tout le monde soit très très heureux et aussi que le cadre soit convivial, très très convivial. Par exemple, ici, nous sommes à la cave avec la foire au vin organisée par Dove. Les prix sont revus à la baisse. Par exemple, ici, nous avons Véry qui passe de 6 000 à 2 500 francs. Et ici, nous avons tout Prignac qui quitte de 6 900 à 3 900 francs. Et aussi, chaque soir, à partir de 16h, on fait les dégustations qui sont gratuites pour permettre aux clients de pouvoir apprécier le vin. C'est la période par excellence où l'on se fait des cadeaux en famille, entre amis et intimes. À Dove, tout est prévu à cet effet, y compris des paquets déjà confectionnés qui n'attendent plus que preneurs. In this period, Dove is a place to be. Dove gave the opportunity to many youths to have a job. So I invite all of you to come and enjoy it. Les fêtes de fin d'année se célèbrent avec Dove, dont le dernier né poussera son premier cri la semaine prochaine, au quartier Carrière. Une surface de plus pour approcher davantage les consommateurs de leur supermarché. Et c'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Duval Fangwa et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir Duval. Le maire de Yaoundé, Luc Messia-Tangna, met de la propreté dans la cité capitale politique à la veille du Chan. Vous l'avez dit, Duval Fangwa, Luc Messia-Tangana, déterminé à faire le grand ménage dans son unité de commandement, il a décidé de mettre en fourrière tous les vieux véhicules et tacos en circulation qui salissent la capitale politique à quelques mois du lancement du Chan 2021 au Cameroun. Il s'agit pour lui de redorer l'image de marque de la capitale politique aux yeux de nombreux visiteurs attendus dans notre pays, Duval. Voilà, ce sera l'essentiel du débrief. Merci Julien Berthe-Bissaye. Merci également à vous. Et bonne soirée, madame. Très bonne soirée à vous. Madame, messieurs, dans quelques secondes, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités Pierre-Emmanuel Bignam du MRC, Joseph Boutouzé du RDPC, Maître Moustapha Ngwana du SDF et Didier Imkwa du FSNC. Didier, c'est vous qui avez la parole avant le début du journal et vous étiez en train de nous expliquer ce qu'il faut retenir, en tout cas ce qu'il faut considérer comme ceux qui profitent fondamentalement de ces multiples interpellations et arrestations du professeur Moïse Kamto. Oui, c'est la question que je me suis posée avant qu'on ne passe au journal Duval. Qui gagne dans les différentes arrestations du professeur Kamto? Kamto d'abord lui-même. Lorsqu'on regarde le professeur Kamto, il y a juste avant sa première arrestation, bon, c'était un avocat internationalement reconnu, c'était un professeur d'université, mais après ces deux arrestations, le professeur Kamto aujourd'hui, il est le leader de l'opposition du Cameroun, c'est comme ça qu'on le présente. Il est presque l'alternative la plus crédible pour l'horizon 2025. Il a la stature d'homme politique, il n'en avait pas avant. Il est le plus médiatisé aujourd'hui, donc il gagne. C'est un capital politique assez costaud. C'est pour ça que j'ai dit que
lorsqu'on regarde tous ces agrégats, tous ces déterminants... Ces tentatives de musellement sont plutôt contre-productives. Non, je ne vais pas dire... Non, on va voir, je n'ai pas fini, je ne suis pas encore sorti. Donc, lorsqu'on explique ces déterminants, là, le syndrome mandélien a tout son sens. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Bon, maintenant, dedans, qu'est-ce que l'hégémon central gagne? Le président Biya. Qu'est-ce que le RDPC gagne? Voyez-vous, pendant les 9 mois qu'il a fait en prison, il est sorti grâce à un acte présidentiel, un acte d'une personnalité dont il recuse la légitimité. Mais il est quand même sorti. Il aurait pu refuser s'il était resté cohérent avec lui-même. Or, Kamto, c'est un jeu qu'il affectionne tant, cette stratégie, cette logique de rupture-continuité. C'est-à-dire, il fait ce qu'il ne dit pas, ce qu'il dit, il ne fait pas. C'est stratégique en politique. Il est très malin. Donc, pour dire que, je finis avec lui, pour dire que si on continue, si on l'arrête encore, alors que sa revendication principale et principielle, qui est le conflit armé du Nozo, n'est pas résolu, on en fabriqua un martyr. Donc, j'avise mon ami Zeboutou, qui a dit qu'il va le mettre en cellule. Hors d'état de nuit. Là, vous allez en fabriquer un martyr. Maintenant, qu'est-ce que l'hégémon central ou le RDPC gagne? Il est sorti de la prison par un acte, c'est le chef d'État dont il recuse la légitimité. Mais il est quand même sorti. Quand il sort, le président il a fait 2 voyages. Il y a quand même l'Alcalmie. Et il boycotte les élections municipales et législatives. Il ouvre tout un boulevard au RDPC. Ce qui attire notre attention, c'est que lorsque M. Macron, dans un salon à l'agriculture, face à un activiste, il dit « J'ai demandé à Paul Biya ou bien à M. Biya de libérer M. Kamto ». La question qu'on se demande, entre les trois, Paul Biya, M. Kamto et Macron, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne lis pas les lettres dans l'enveloppe, je ne parlerai pas de dire, mais je sais une chose, quand il est sorti, ça s'est calmé. Maintenant, qui perd? Vous savez, que ce soit le RDPC, le SDF, le FSNC, le RDPC, c'est des minorités agissantes qui ont caporalisé ou bien qui ont pris en otage le discours ou bien le discours politique, le débat politique. Et en face, il y a ce que le président Nixon appelait la majorité agissante, c'est-à-dire the great silent majority, qui n'a pas de parole. C'est pour ça que l'autre jour, j'ai regretté l'absence de mon ami Pierre Bignam. Nous avons organisé un débat citoyen sur l'impact des grandes surfaces sur les petits détaillants commerçants, qui est un débat citoyen qui n'a rien à voir avec la politique. Parce qu'on s'est rendu compte que les politiciens ont tout pris, ils parlent seuls, ils imposent la température politique à un monde qui souffre. La société camerounaise est hyper politique. Donc je pense que voilà comment ils ont gagné, l'un à gauche, l'un à droite. Mais je dis ceci, il faut tout faire pour résoudre le conflit armé anglophone et peut-être débattre du code électoral, qui sont les revendications principales du professeur Kamto. Si on le fait, il n'aura plus de fonds sur lequel il peut s'appuyer pour ses revendications. Mais si on ne le fait pas, mais on continue à l'arrêter, vous êtes tout à fait d'accord qu'on en fera un martyr. Pierre-Emmanuel Bignam, au-delà de cette décision prise par le gouvernement de lever le blocus autour de la résidence du professeur Kamto, est-ce qu'il n'y a pas d'autres actes de votre point de vue plus forts que le gouvernement devrait poser dans le sens d'un véritable apaisement du climat politique au Cameroun? Le gouvernement camerounais, moi je ne vais pas mâcher mon mot, c'est un gouvernement qui est illégitime. Il est illégitime, pourquoi? Parce que le peuple ne se reconnaît pas dans ce gouvernement. C'est un gouvernement qui agit seul, c'est un gouvernement qui n'écoute pas, c'est un gouvernement qui n'œuvre pas pour le bien de sa population. Dans un contexte actuel, comme selon lequel nous traversons des crises multiformes au Cameroun,
nous avons face à nous des crises sécuritaires, de Boko Haram au nord, il y a des incursions, des bandes armées qui attaquent les populations à l'est de notre pays tout le temps. Et nous connaissons tous la grande guerre du Nozo. Sans parler des crises post-électorales, qui ne datent pas seulement de 2018, mais qui datent depuis l'avènement du multipartisme au Cameroun. Nous avons vu comment est-ce que les militants du STF, sous la houlette du chairman et de la coalition qui était autour du chairman, ont fait des manifestations en 1991-92, et à quel niveau le régime président Paul Biya a mis en branle son pouvoir de répression sur ces militants-là. Donc, le Cameroun a toujours traversé des crises post-électorales du fait d'un manque de système électoral consensuel. Alors, dans un tel climat où le tissu social est complètement délabré, un gouvernement qui se préoccupe du bien-être de ses populations ne peut pas continuer à poser des actes de répression tels que la privation de liberté, des arrestations arbitraires des militants du MRC et de son leader, comme ce qui s'est passé récemment. Comme pour dire que, sincèrement, je ne sais pas si peut-être le Saint-Esprit, à un moment donné, va se saisir des pontes du régime de Paul Biya pour leur rappeler que lorsque Ahidjo laissait le pouvoir à Paul Biya en 1982, le Cameroun était un pays pacifié. Et que 38 ans après, ils ont foutu le bordel dans notre pays au point où nous sommes déchirés. Nous avons des crises, des conflits armés presque sur toutes nos frontières et presque dans toutes les régions du pays. Alors, il serait plus que urgent, et ça c'est la voix du MRC et son leader, il serait plus que urgent que le soi-disant gouvernement camerounais se penche aujourd'hui sur la résolution de cette crise qui mine notre pays, en l'occurrence la résolution de la crise anglophone et la recherche d'un système électoral consensuel après avoir fait asseoir toute la classe politique. Mais il faut que l'opinion nationale et internationale comprenne la position du MRC aujourd'hui, qui a été rendue publique hier sur la sortie du président élu, le professeur Maurice Kamto, et qui est passé sur les chaînes de télévision de la place, Canal 2, Equinox également, et puis d'autres chaînes de télé. Notre position est simple. Tant que le régime de Paul Biya n'a pas encore pris la pleine mesure des dégâts que la crise anglophone a causé à notre pays, nous parlons d'une crise qui a déjà causé plus de 10 000 morts, d'une crise qui a déjà causé plus d'1 million de déplacés, d'une crise qui a paralysé notre économie, 30% de notre PIB, d'une crise qui a mis à terre le deuxième plus grand employeur de notre pays. Je parle le chiffre officiel parle de 3 000 morts et de 7 quel chiffre officiel, quelle source parle de ça, Duval? Je voudrais dire que nous avons aussi des sources qui parlent de plus de 10 000 morts. De plus de 10 000 morts. C'est à la fin de cette guerre, lorsque le diagnostic sera fait, que le monde entier saura qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas en termes de bilan officiel. Donc, maintenant, je reviens pour dire que tant que ces préalables ne sont pas encore mis à exécution par le gouvernement camerounais, le mouvement pour la renaissance du Cameroun ne va pas arrêter la lutte. Nous allons continuer à revendiquer cela pour le bien-être de notre population. Nous allons continuer à manifester. Voilà pourquoi le président élu a annoncé hier que la lutte ne fait que commencer. La lutte ne fait que commencer. Nous ne sommes même pas encore au début de notre lutte. Très bien. Nous allons continuer. Il n'a plus peur de la mort. Il faut vraiment suivre cette vidéo. Le président élu Maurice Kamto n'a même plus peur de la mort. Ne parlons pas de la prison. Donc c'est un monsieur qui est prêt à tout. Comme Didier disait tout à l'heure, il n'a pas organisé de son propre chef d'être un martyr ou un héros, mais c'est le régime du président Paul Biya qui est un bourreau qui se balade avec un marteau en main cherchant un clou
sur lequel ils veulent toujours frapper et enfoncer, qui fait de lui, effectivement, et c'est bien, un martyr aujourd'hui. Mais nous n'allons pas nous limiter à ce niveau. Nous voulons une alternance au sommet de l'État, parce que la vacance du pouvoir du président Paul Biya est évidente. Où est Paul Biya? On revient sur ça. Après tout ce bruit-là, on revient. Où est Paul Biya? Alors, Joseph Boutou, il y a donc cette libération, entre griffes, du professeur Maurice Kamto. Pour certains, c'est un signe d'apaisement, un signe de décrispation politique. Est-ce que, de votre point de vue, il faut aller plus loin pour qu'on ait un climat politique beaucoup plus apaisé et que les tensions baissent et qu'enfin, on ait une situation qui permet de travailler sereinement pour la construction nationale et le progrès du pays, comme l'indique le communiqué rendu public hier par le ministre porte-parole du gouvernement? Oui, Duval, lorsque j'écoute tout ce que Pierre Bignam vient de dire, il y a une pensée de Hitler qui me vient en tête, qui a dit: si vous désirez la sympathie des masses, vous devez leur dire des choses les plus stupides. Adolf Hitler. Voilà, et c'est cette voie-là que le RMC a choisi. Dire des stupidités en longueur de journée pour espérer attirer la sympathie des masses. Le genre de stupidité du genre Paul Biya est mort, Paul Biya n'existe plus. Mais ce sont des stupidités. On voit un homme qui est là présent, qui a d'ailleurs pris un acte qui a gracié le président, qui méritait normalement d'être en prison à date. Mais on demande toujours qu'il est où. Heureusement que le peuple que vous évoquez toujours a déjà pris connaissance de votre supercherie, que vous avez longtemps passé le temps à dire des stupidités pour attirer la sympathie de ces supposées masses que vous croyez qu'elles sont avec vous. Et on a essayé plusieurs fois, Duval, lorsque vous me posez la question, d'apporter des solutions. On a même donné des conseils à ces gens d'en face. D'ailleurs, il s'est gargarisé tout à l'heure en disant que nous sommes des talibans et on ne s'amuse pas avec des talibans. C'est-à-dire renvoyer là le visage de la barbarie qui les caractérise dans la scène politique. Et on a essayé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore pour que ça se calme? Paul Biya a tendu la main en les libérant après les marches du 26. Voilà, il y a certains qui vont encore sortir de prison là, alors qu'ils ont organisé une insurrection le 22 septembre. Tout est fait. Mais toujours le même Hitler, je ne sais pas pourquoi je pense beaucoup à lui aujourd'hui, a dit: à quoi bon enseigner les mathématiques, la physique, la chimie à un garçon qui veut être musicien? Qu'est-ce qu'il en retient? Rien. Vraiment, c'est la question. Ça sert à quoi? Si un parti, son ADN, c'est de prendre le pouvoir suite à une insurrection, à quoi bon? Cessez d'enseigner, de vouloir enseigner les mathématiques, les chimies, et la science à cet enfant. Il veut être musicien. Le MRC veut prendre le pouvoir par une insurrection, mais dommage, ils ne savent pas évaluer le rapport de force. Parce que le rapport de force aujourd'hui, c'est qu'ils sont face à un parti qui a un président qui a été élu à 71%, qui a la quasi-totalité des mairies du Cameroun, qui vient encore haut la main de gagner les élections régionales, qui a le Parlement avec lui. Voilà là où se situe la force. Alors, mais ils apprennent à faire le rapport de force, sinon ils vont toujours se planter. Alors, vous pouvez gagner une élection de façon insurrectionnelle lorsqu'il y a un peuple derrière qui a élu un président soit 11%. Et la preuve, ils ont convoqué les marches du 26. Justement, sur le sujet, pour vous relancer, le professeur Maurice Kamto maintenant retrouve cette liberté-là. Après 2 mois pratiquement de séquestration. Il faut se rappeler que le dispositif a été mobilisé autour de la résidence du professeur Kamto à la veille
des manifestations du 22 septembre. Et ces manifestations avaient été lancées par le MRC parce que cette formation politique estimait qu'il y avait des préalables à toute élection au Cameroun, notamment la résolution de la crise du Nozo et puis la mise en place d'un code électoral consensuel. Et certains analystes politiques soutiennent justement que ce sont des questions importantes sur lesquelles il faut se pencher si on veut vraiment obtenir un climat politique apaisé dans notre pays. Qu'est-ce que vous dites de ces préoccupations-là? Est-ce qu'elles sont fondamentales? Est-ce qu'elles sont importantes? Est-ce que ce sont des questions qu'il faut vraiment adresser et trouver des solutions à cela? Oui, Duval, j'adore les questions-réponses des journalistes camerounais. Et la preuve, ces questions sont tellement longues qu'elles finissent toujours par embrouiller même l'invité. Parce que dans ces questions, il y a une forme de réponse qui est déjà un peu dictée là-dedans. Et moi, on ne me prend plus à ce jeu. Voilà, je vous ai dit, et je vais le reprendre ici, que Maurice Kamto a tenté d'organiser une Si vous n'avez pas compris la question, je peux reformuler. A tenté d'organiser une insurrection. Et que de ce fait, la place de Maurice Kamto devrait être la prison. Vous comprenez? C'est la prison. C'est-à-dire que si nous étions face à un État dictatorial, un État dur, un État sévère, Maurice Kamto a donné tous les ingrédients qui puissent aller en prison. Parce que dans aucun pays du monde, on ne peut tolérer l'insurrection. Quelle préoccupation? La crise du Nozo. On a débattu des dizaines de fois sur la crise du Nozo. Vous savez, j'avais annoncé ici même à Equinox ce soir que je devais me rendre au Nozo le 31 octobre. Pas au Nozo, au sud-ouest, principalement à Kumba. Et je vous garantis que je suis allé à Kumba. J'ai fait circuler des vidéos là, dans des forums dans lesquels je crois que vous devez intervenir. J'ai même pensé je parle des réponses du gouvernement à la crise du Nozo, pas de vos visites. Non, c'est important. Parce que je suis allé au Nozo, j'ai ramené des vidéos qui indiquent que effectivement à Kumba, comme les gens veulent le faire croire qu'il y a une guerre féroce là-bas, qui fait bon vivre. J'aurais espéré que vous preniez ces vidéos et que vous en fassiez un reportage. Je vous vois souvent faire des reportages ici sur des vidéos amateurs. Mes vidéos étaient peut-être des vidéos amateurs, mais j'aurais souhaité que du retour de Kumba, puisque c'est sur ce plateau que je l'avais annoncé, que vous preniez ces vidéos et que vous montrez aux Camerounais comment il fait bon vivre à Kumba. J'étais à Kumba le 31 octobre, un samedi. Le marché était rempli. Je vais vous l'envoyer tout de suite à la fin de l'émission. Et j'espère que d'ici la prochaine émission, vous pourrez faire diffuser ces vidéos. Vous allez voir comment je me suis baladé à Kumba librement. Je n'ai pas de guerre. Très bien, on vous a bien compris. On a la parole. Il y a une insécurité là-bas, mais il n'y a pas de guerre là-bas. On a la parole aux autres. Maître Moustapha Gouana, il y a des questions importantes qui, du point de vue de certains citoyens, doivent être adressées pour un véritable apaisement du climat politique au Cameroun. Voyez-vous, avant que de vous répondre, je constate que M. Mbutu a un drôle de modèle qui est Hitler. Donc il de manière répétitive. Hitler, pour justifier peut-être la barbarie qu'ils sont en train de commettre dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Je veux dire que c'est bien malheureux. Et également, je suis également surpris qu'à Kumba, où il y a eu des massacres d'enfants, on prétend qu'il fait bon vivre. Je vous remercie. Apparemment, vous voyez midi uniquement devant votre porte. Et c'est exactement pourquoi le Cameroun n'avance pas. Mais je voudrais poursuivre en disant qu'il y a effectivement des questions essentielles qu'il faut adresser pour que le Cameroun puisse se relever. Les solutions cosmétiques à la va-vite qui sont utilisées aujourd'hui sont désormais inadaptées. Le Cameroun a déjà connu, la situation du Cameroun est déjà métastasée. Parce qu'en réalité, si en 1996 on avait mis en branle la décentralisation, une véritable décentralisation, nous ne serions pas aujourd'hui en train de faire face à la crise anglophone. Les 15% qu'on prétend par exemple qu'on doit donner, qui doit constituer la dotation générale à la décentralisation, on n'arrive pas à le faire. Est-ce que vous savez aujourd'hui par exemple, même pour payer les pensions dans les lycées, on paye dans une caisse qui va d'abord au ministère avant qu'on distribue dans les écoles. Donc en réalité, on parle de centralisation, mais on fait exactement le contraire. On fait exactement le contraire, on ne veut pas avancer. Aujourd'hui, nous avons, et si nous voulons que notre pays puisse se relever, il faut qu'on se le dise.
il faut libérer tous ces prisonniers politiques. Vous parlez d'insurrectionnels, qui sont en réalité qui ont en réalité commis le délit d'opinion. Et on ne peut pas dire qu'on est un état de droit lorsque les gens ont commis le délit d'opinion. Lorsque les gens sont arrêtés pour la liberté d'expression, la liberté de manifester, qui sont des libertés qui sont contenues dans notre Constitution. Il nous faut un véritable dialogue. Je ne parle pas du simulacre qu'il y a eu en septembre et octobre l'année dernière. Il faut absolument qu'il y ait un véritable dialogue. Et un dialogue dans lequel tous les protagonistes sont présents. Et si possible, je n'étais pas partisan de cette solution-là, qu'on puisse même avoir des tiers étrangers qui viennent essayer de servir d'équilibre entre les différentes parties. Parce que nous nous rendons compte de ce que nous faisons face à une espèce de fourberie, à une espèce de malhonnêteté, d'absence de volonté réelle de résolution de la crise. Le jacobinisme est profondément ancré dans les gènes de la République. Et on ne peut pas continuer comme cela. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons absolument que nous puissions aboutir à un véritable fédéralisme. Je vous le dis, tout ce qu'on fait là aujourd'hui, si on n'aboutit pas au fédéralisme, je crains que nous aboutissions un jour à une véritable sécession et à une déflagration sociale, dont les véritables questions doivent être adressées dans l'intérêt supérieur des Camerounais. Et malheureusement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le RDPC peut manifester un tel autisme à refuser à vivre avec la réalité que nous connaissons au quotidien. Et vous voyez, et ceci est d'autant plus navrant que sur un plateau de télévision, les gens disent qu'il n'y a pas de guerre au Nozo, alors que le président de la République lui a déclaré la guerre aux populations, aux prétendus citoyens, aux séparatistes, qu'il faut le dire, ils sont de Camerounais, qui manifestent leur ras-le-bol. Cette centralisation excessive qui a détruit notre pays. Notre code électoral est un code qui est antidémocratique. Et quand on le demande, on veut le consensus. Et c'est dans l'intérêt de tous. Si vous êtes bons joueurs, si vous méritez véritablement les victoires qui sont les vôtres, donnez au peuple camerounais le code électoral qui va lui permettre de s'inscrire dans la postérité. Alors maintenant, nous sommes tenus par les impératifs du temps. Dire quoi en 1 minute sur la question de la propreté dans la ville de Yaoundé. Je vous interpelle en tant qu'écologiste, le maire Luc Messi-Atangna qui met de l'ordre à la veille du Chan. Oui, c'est l'une des exigences de la CAF, la Confédération africaine de football. J'ai eu la chance et le privilège de lire l'accord signé entre les villes hôtes avec la CAF et puis les maires des villes. Oui. Ça va arriver ici à Douala. Il faut déjà que les populations se préparent. Il y aura ce qu'ils ont appelé un nettoyage spécial, un nettoyage intégral. C'est-à-dire, on coupe tout, on casse tout, on cuit les draps. Et là où il y a des bosquets, on les fait disparaître. Donc je pense que c'est pour respecter les exigences de la CAF pour que nos visiteurs qui doivent arriver trouvent des villes quand même très vivables. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous Didier Yimkwa. Merci. Vous êtes militant du FSNC, mais vous êtes également militant écologiste. J'aime bien le préciser. Merci à Pierre-Emmanuel Bignam du MRC et à Maître Moustapha Ngwana du Social Democratic Front. Joseph Boutouzé, merci infiniment d'être venu. Mesdames, messieurs, merci pour votre bienveillante attention. Retrouvons-nous demain à partir de 19h. Bonsoir chez vous.